Gazaoui. La solution diplomatique est-elle possible? L'analyse de Ahmed Ghashgavi, chercheur en affaires internationales et analyste politique en direct avec nous depuis Téhéran. Ahmed Ghashgavi, bonsoir et merci d'être en direct avec nous. Cette guerre peut-elle se terminer par une solution diplomatique? Quelle est la probabilité que Téhéran accepte le plan américain en 15 points, sachant que les protagonistes ont des exigences incompatibles? Bonsoir, merci de m'avoir invité. D'abord, je dois dire que depuis 24 heures, les forces armées iraniennes, ils ont quand même eu beaucoup de succès, y compris 3 ravitailleurs américains KC-135 et endommageant 5 autres sur la base saoudienne Al-Kharaj et faisant plusieurs blessés et morts. Surtout ce qui s'est passé sur la destruction des radars de communication de l'aéroport international du Koweït et aussi la destruction de 6 péniches de débarquement de combat américains LCU du port, surtout dans ces pays de Golfe. Donc, on a chaque jour de plus en plus de succès de point de vue de destruction de ce qui est les équipements américains au Moyen-Orient. Mais en répondant à votre question, on doit dire que l'Iran a dit non aux négociations. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, on a négocié la dernière fois en juin 2025 et que ce qu'on a eu, c'était la trahison de la diplomatie. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, on allait plutôt négocier avec les Américains le lundi prochain et que le vendredi même, 2 jours avant les négociations qui ont été prévues, proposées et plutôt initiées par les Américains, on a été attaqué. Ça, c'était en juin 2025. Donc, une deuxième fois, on est allé pour prouver au monde entier que l'Iran est quand même un pays libre et indépendant et peut être totalement ouvert aux diplomaties. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont mené une guerre très très sauvage en tuant et assassinant le guide suprême iranien. Donc à partir d'un certain moment, pendant plus d'une vingtaine d'années, l'Iran est en train de négocier avec l'ensemble de l'Occident sur les questions nucléaires. Donc la première question, c'est pourquoi négocier? À partir d'un certain moment, c'est qu'on ne veut pas avoir la bombe nucléaire. On l'a prouvé, on avait plusieurs accords, JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action, mais j'ai entendu dans votre préambule Steve Witkoff qui disait qu'on ne va pas permettre, on ne va pas accepter, mais qui est les États-Unis d'Amérique pour accepter ou pas accepter qu'un pays indépendant puisse avoir accès pacifique, totalement pacifique, pour des trucs plutôt pas militaires sur la question médicale à une science qui est la science de physique nucléaire. Qui est-ce qui est les États-Unis d'Amérique? Donc on est un pays indépendant, on décide ce qu'on va avoir. Si un jour on décide d'avoir bombe nucléaire, on va l'avoir sans doute. Et on ne va pas accepter aucune imposition de la part des États-Unis. Donc à partir d'un certain moment, on ne va pas accepter ce jeu d'hypocrisie qui chaque fois entrer dans la diplomatie. Donc les Américains, ils ont dit qu'on est en train de parler. Donc les comédiens américains, ils ont pris franchement ça comme étant un rigolade. Ils ont dit avec qui le président Donald J. Trump est en train de parler, puisque le côté iranien, le ministre des Affaires étrangères, le chef de parlement, et toutes les instances officielles en Iran, ils ont nié qu'on ne négocie pas avec les Américains. Donc on ne connaît pas avec qui les Américains et surtout le président Donald Trump est en train de négocier. La vérité, c'est qu'ils ont demandé le cessez-le-feu, Iran a dit non. Ils ont demandé les négociations, Iran a dit non. Et pourquoi on a dit non? On ne voit pas une troisième fois que notre pays soit attaqué dans 6 mois, dans 7 mois, dans 1 an. Cette fois-ci, on va aller jusqu'au bout et on ne va pas permettre aux Américains de faire ce jeu surtout aux Israéliens, de ce jeu de cessez-le-feu et la guerre. Alors, Ahmed Ghashgavi, il n'y avait pas de tout négociation. Ce qu'il y avait, c'est que les Américains, ils ont demandé à travers les Pakistanais quelques points. Donc les Iraniens, ils n'ont pas accepté de négocier pour le moment. Alors, à vous entendre parler, ça veut dire que le plan en 15 points des Américains ne résoudrait véritablement pas tout, comme le fait comprendre la partie américaine.
Il n'y a même pas un plan, chère madame. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, Trump a dit qu'il y a 15 points. Après, il a dit premier, deuxième, troisième point, c'est l'Iran ne pas avoir bombe nucléaire. C'est-à-dire lui-même, il a dit like 15 points. Il a dit à propos de 15 points. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, encore une fois, les journalistes d'investigation américains sont en train de prendre en rigolade. Ils ne prennent pas sérieux le président américain. Ils ont dit 15 points et après 1, 2, 3 points, c'est sur la question de ne pas avoir bombe nucléaire et c'est quoi les autres points. Donc, on connaît, le président américain dit des choses pas sérieuses dans l'air et après, à chaque fois, il parle que oui, il y a négociation et après, il dit que pourquoi samedi dernier, il a dit je donne 48 heures aux Iraniens, c'est-à-dire 48 heures de ne pas attaquer les infrastructures énergétiques de l'Iran. Et après, le lundi, il a changé le mot. Pourquoi? Puisqu'on sait que le lundi, les marchés internationaux de l'énergie s'ouvrent. À partir d'un certain moment, on a le samedi et dimanche comme étant le week-end. Donc, le président américain, à chaque fois, les week-ends, va prendre des positions afin d'apaiser ce qui est la pression sur le marché international de l'énergie, surtout de pétrole. Alors, pourquoi Tel Aviv et Washington frappent-ils avec une telle assurance les installations nucléaires, sachant que si une catastrophe se produisait, elle toucherait toute la région, y compris Israël? Donc, on connaît qu'on a parlé pendant quand même des décennies à propos de nuclear deterrence. Donc, c'est-à-dire que si on est un pouvoir en possédant des armes nucléaires, aucun autre pays ne peut pas nous attaquer. Donc, cela a été quand même déprouvé par l'Iran. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, même quand les installations nucléaires iraniennes ont été attaquées, on a dit que à chaque fois que l'ennemi, c'est-à-dire l'axe israélo-américain va avancer en étape, on va avancer en étape. S'il attaque les infrastructures énergétiques civiles, si ça va passer aux infrastructures atomiques, et donc à chaque fois on va aller, c'est-à-dire avec chaque étape on va ajouter l'escalade. Donc à partir d'un certain moment, on a parlé que s'il y aura une troisième guerre mondiale, ça sera nucléaire. Donc on parle beaucoup en Europe et aux États-Unis à propos de la possibilité de si l'Israël ou bien l'Amérique va utiliser l'option nucléaire contre l'Iran, sachant que l'Iran a aussi plusieurs cartes à jouer qu'il n'a pas encore joué. Mais l'Iran a ce qu'on appelle strategic patience, la patience stratégique, et qu'à chaque fois, on essaye de ne pas augmenter le niveau de ce bagarre avec l'axe américano-sioniste, mais ils sachent que, puisque la semaine dernière, l'Iran a attaqué la Dimona. Dimona est une ville la plus protectionnée plutôt par Israël, qui est une ville avec les installations nucléaires. Donc l'Iran n'a pas attaqué les installations nucléaires, mais a attaqué les bâtiments civils, juste pour prouver que les missiles iraniens sont très précis. Donc ce jeu-là, c'est mauvais pour le monde entier, pour le marché énergie. Vous voyez à travers l'Europe et les États-Unis l'augmentation de pétrole et de gaz. Très bien. Alors, ce 28 mars, les Houthis yéménites ont affirmé avoir mené une attaque contre les cibles militaires israéliennes. Il s'agit de leur première frappe depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Selon vous, peut-on dire que le Yémen sera désormais entraîné dans ce conflit? Et quelles conséquences cette frappe aura-t-elle sur le développement de la situation dans la zone de guerre? Pas encore. On connaît que le Bab el-Mandeb sur la mer plutôt rouge est un point essentiel sur plutôt le changement de prix de pétrole et le gaz à travers le monde entier et le transfert plutôt des transferts des dizaines de bateaux dans la mer Rouge. Donc encore une fois, comme je dis, l'Iran a plusieurs cartes à jouer. Même maintenant, actuellement, l'Iran n'a pas fermé le détroit d'Ormuz complètement. C'est-à-dire il y a des bateaux qui passent en accordant, en confirmant, en ayant la confirmation de l'Iran. C'est-à-dire le détroit d'Ormuz, c'est pas complètement fermé. Si ce sera pas complètement fermé, on a aussi la mer d'Oman, c'est-à-dire de l'autre côté du Golfe Persique. Donc
plutôt la force maritime iranienne a complètement le pouvoir sur ce côté-là. De l'autre côté, une autre carte qui est sur la table de côté iranien, c'est les Houthis au Yémen. Qu'à partir d'un certain moment, ils ont annoncé que si la pression en Iran, la pression sur l'Iran va être beaucoup plus de ce qu'on voit actuellement. Si plutôt il y aura l'entrée d'un quartier plutôt part dans la guerre. C'est-à-dire, on a parlé de la possibilité que l'Arabie Saoudite ou bien l'Émirat ou bien Bahreïn entrent officiellement dans la guerre. Donc, les Houthis au Yémen, qui sont plutôt la force officielle de ce pays, ils ont annoncé que dans ces cas-là, on va entrer officiellement. Donc, ce qu'on a vu hier, c'était une petite attaque vis-à-vis de la capacité des missiles hypersoniques qu'on connaît du Yémen. Donc, à partir d'un certain moment, y compris sur le pouvoir de la mer Rouge et le golfe Persique, de Détroit d'Ormuz et autre chose, l'Iran a plusieurs cartes à jouer. Et la semaine dernière, on a vu un missile iranien qui a quand même passé 4000 km à l'île de Diego Garcia. À partir d'un certain moment, l'Europe était très inquiète. Donc, l'Iran a plusieurs missiles qu'il n'a pas encore montré et que l'école de guerre iranienne est une école de guerre très patiente. On a le temps, on est prêt pour une longue quand même guerre, contrairement aux Américains et aux Israéliens qui pensaient que dans les 2 premiers jours, tout va être fini. Merci pour votre analyse, Hamed Ghashgavi. Je le rappelle, vous êtes chercheur en affaires internationales et analyste politique. Vous étiez avec nous en direct depuis Téhéran. Merci à vous.